Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour cette deuxième journée Apid, ici donc en direct de Marrakech. Sur notre plateau télé reprennent les débats autour des différentes thématiques, le paiement, l'identité, les programmes e-gov et bien sûr la cybersécurité. Alors ce matin, nous allons revenir sur les différents programmes e-government qui se mettent en place, qui se développent sur l'ensemble du continent africain. Un certain nombre d'actions aujourd'hui initiées ici au Maroc. Il y a quelques semaines, c'était donc le plan Digital Marocco 2030 qui a été annoncé par les autorités avec au cœur du sujet évidemment le programme e-gov pour simplifier les démarches administratives de l'ensemble des citoyens mais aussi des entreprises. Une approche sur laquelle nous allons revenir qui va accompagner la transformation digitale de l'administration au cœur du Maroc avec une dimension très importante et on va y revenir avec notre invité, un programme citizen-centric qui est absolument essentiel pour parler de ces sujets, mais voir également ce qui se passe à travers le monde et aussi un parallèle avec l'Europe. J'ai l'immense plaisir d'accueillir notre invité ce matin, Youssef Ziza. Merci d'être avec nous. Merci à vous et merci à tous les organisateurs pour la qualité de l'événement. Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle pour nos invités, pour nos followers, vous êtes le CEO de Xion et donc vous êtes implanté ici au Maroc et bien sûr, vous avez une vision worldwide. Mais on va y revenir ensemble pour essayer de comprendre un petit peu cette dynamique qui s'opère en matière de programme e-government. On voit qu'il y a des ambitions très fortes des différents États qui s'investissent dans ces dimensions, notamment ici au Maroc. Je soulignais ce plan Digital Marocco 2030 avec des ambitions marquées, simplifier les démarches administratives des citoyens, mais aussi des entreprises, je le disais à l'instant, et puis améliorer la position du Maroc dans le classement mondial des services en ligne et passer aujourd'hui de la 100e place à la 50e place. Donc l'ambition est très affichée et très forte de l'indice onusien e-Government and Development Index, et cela à l'horizon 2030. Pour mettre en place ces programmes e-gov, avant d'y revenir, il y a un préalable qui est absolument essentiel, c'est le cadre réglementaire. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous du cadre qui est aujourd'hui érigé, notamment au Maroc ? Parfait, oui. Alors effectivement, comme vous l'avez souligné, il est essentiel en fait d'avoir un cadre réglementaire et on a commencé par ça. Avant au Maroc, on avait la loi 5305 relative aux échanges électroniques et aujourd'hui nous disposons d'une autre loi qui a été changée, donc la loi 4320, pour justement promouvoir les services de confiance, à savoir les services de signature électronique, les certificats électroniques, l'archivage électronique, la lettre recommandée électronique. Donc tout ça, c'est des services à valeur ajoutée pour le citoyen, pour qu'il puisse, pour faciliter la vie du citoyen. Et puis en parallèle à ça, nous devrions travailler ensemble sur des processus qui puissent gérer de manière très simple et engager de manière très simple l'utilisateur. Il faut que tout soit citizen-centric, donc orienté vers le citoyen. Et puis le citoyen va sûrement et sans doute appréhender et travailler avec les outils une fois on voit l'utilisabilité. Est-ce qu'on a quelques exemples aujourd'hui, si je puis dire, des best practices que l'on voit, que ce soit ici au Maroc, mais aussi dans d'autres pays avec lesquels vous êtes amené à travailler ? Alors, oui, si on peut parler de ça, mais avant de parler de ça, j'aimerais bien souligner quelque chose, ce qui est l'importance de l'identité électronique dans tout ça, parce que si on n'est pas en mesure d'identifier de manière sûre une personne devant un device, on ne peut pas offrir un service de confiance. Et de ce fait, en Europe, chaque pays a commencé par définir ce que c'est qu'on appelle aujourd'hui un schéma d'identification nationale, incluant par exemple des assurances level différents, et par la suite faire le parallèle avec les services proposés, que ce soit par le gouvernement ou par chaque secteur, et définir le niveau de confiance requis par rapport à chaque action. On ne se connecte pas de la même manière pour accéder à un compte que pour faire un virement d'1 million d'euros, par exemple. Et du coup, la vérification de l'identité, elle est adaptée
ces services. Et aujourd'hui, nous avons commencé ici au Maroc à parler de ça, à réfléchir à ça. Et puis, de ce qui se fait de mieux dans le monde. Aujourd'hui, on parle d'initiatives comme le DID, donc Decentralized Identity, et comment nous pouvons, dans un premier temps en mode hybride, depuis la carte d'identité, avoir une identité électronique sur un téléphone portable et qu'on puisse partager que les credentials dont on a besoin de partager, et puis avec une gestion de consentement, euh, je dirais, qui respecte les règlements, la réglementation. Donc on a commencé avec ça, et par la suite, donc, on peut imaginer des services ou des applications qui vont réveiller cette application, cette identité électronique pour la solliciter à chaque fois qu'on veut faire une transaction électronique. Quels seraient justement ces services, ces utilisations, alors à la fois celles qui existent aujourd'hui, mais celles que vous voyez en devenir, qui pourraient être mises à disposition des citoyens? Alors, c'est tous les services où on a besoin aujourd'hui de se déplacer pour les avoir. Donc, les mettre à disposition de l'utilisateur et remplacer tout le face-à-face avec des process permettant cette dématérialisation. L'idée, en fait, de mettre en place à la fois l'arsenal, j'ai envie de dire, toute la partie réglementaire, mais aussi technique derrière, c'est de faciliter la vie du citoyen. Et puis, à chaque fois où on a des démarches administratives lourdes, que nous puissions réfléchir à comment dématérialiser, à comment rendre ça facile, faisable depuis une application, un téléphone portable. Et là, le chemin est jalonné, hein, notamment au Maroc, à horizon 2030. Hein, donc, ça laisse aussi quand même un peu de temps pour mettre tout ça en place, mais aussi pour accompagner le citoyen. Parce que ce que vous disiez, hein, l'idée, c'est in fine de supprimer le face-à-face sur un certain nombre de procédures pour simplifier. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui restent éloignées du numérique, qui ne savent pas l'utiliser ou qui n'ont pas les infrastructures, notamment en zone rurale, par exemple, reculées. Et là, ce programme, notamment Digital 2030 Marocco, qui prévoit une assistance avec des relais dans les différentes zones sur l'ensemble du territoire pour accompagner. Donc on voit qu'il y a vraiment un accompagnement de l'ensemble de la population. Exactement. Donc c'est tout l'écosystème qui doit se réunir, coopérer pour réussir le plan Maroc 2030. Et aujourd'hui, des initiatives dont on a parlé, notamment la formation, et la sensibilisation aux usages IT, mais aussi cette proximité avec les zones rurales, et mettre en place des process qui vont permettre de rendre accessible la technologie un peu partout. Pour finalement que tous ces services soient utilisés, il va falloir évidemment informer, sensibiliser, mais aussi communiquer sur quelque chose qui est primordial, c'est la sécurité, la sécurisation de toutes ces données, puisqu'on parle de l'identité, vous l'avez dit, des citoyens. C'est aussi une demande très très forte, hein, de la part des citoyens, et ça va être le pilier de cette confiance numérique qui va être essentielle. Comment on adresse cette dimension de la sécurité dans ces programmes e-government qui sont gigantesques? Alors, il y a deux choses très importantes. Dans un premier temps, c'est l'interopérabilité. Il faut que tous les systèmes soient interopérables et sécurisés et sécurisés bien évidemment. Mais aussi, dès maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir sur ce qui va arriver. Donc, de plus en plus, on gère des données très sensibles au niveau gouvernemental. Et là, comme on parle de GovTech aujourd'hui. Et pour moi, la GovTech aujourd'hui, par rapport aux différentes problématiques, on va parler de blockchain, on va parler d'intelligence artificielle, mais il est essentiel aussi de parler de la cryptographie post-quantique, parce que c'est maintenant. Le coût des attaques quantiques aujourd'hui et de l'ordinateur quantique de manière générale est en baisse. Et puis se préparer pour moi, se préparer, c'est quoi? C'est utiliser les algorithmes aujourd'hui qui sont post-quantiques pour avoir de long time security, c'est-à-dire demain après-demain, si l'attaque est quantique, que nous puissions résister à ces attaques. Et puis, l'interopérabilité, je vais revenir à l'interopérabilité. Donc, on doit disposer de la R&D nécessaire pour pouvoir tester
ces algorithmes et par la suite, en attendant les standards, parce qu'aujourd'hui, on n'a que les algorithmes, mais pas de standards. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette maintenant, parce que une fois les attaques commencent, ça sera trop tard. Effectivement, sur le quantique, on voit notamment le NIST au niveau des États-Unis, où effectivement il y a vraiment une accélération et des éléments standards qui devraient arriver très rapidement. Exactement. Aujourd'hui, on a des drafts de RFC qui sont publiés, qu'on a pu revoir avec les différentes équipes au Maroc, notamment des administrations et des PSE au Maroc, des prestataires de services de confiance. Et on gère ça étroitement aussi avec nos partenaires éditeurs de PKI. Et c'est des sujets qui sont très importants à prendre en compte dès maintenant. La coopération publique-privée, elle est évidemment dimensionnante, essentielle, que les entreprises de l'écosystème qui sont innovantes, qui essayent d'avoir cette vision à long terme dont vous parliez, puissent accompagner les gouvernements dans cette montée en puissance. C'est un élément essentiel, j'ai envie de dire. Hier, il a été dit durant la session Innovation eGov que les sociétés ne doivent plus être timides, mais se rapprocher du gouvernement pour les conseiller. Et puis nous sommes là pour justement accompagner et parler de ces sujets super importants, parce que l'innovation est là. Et puis il faut juste qu'elle soit adoptée aussi par les gouvernements. Un dernier mot sur les talents. Évidemment, on ne peut pas ne pas en parler. Il y a dans ce programme Marocco 2030, ce sous-programme Digital Talent avec l'ambition de former près de 100 000 talents. Et vous en avez énormément besoin puisque la pénurie, aujourd'hui, on le sait, elle est au niveau mondial. Exactement. Alors, c'est former 100 000 talents et reconvertir aussi 50 000 talents. Donc, c'est un plan très ambitieux sur lequel nous, qui va faire partie aussi de notre route. Et puis c'est super important de former, de sensibiliser, surtout sur des sujets aussi importants que la cybersécurité, les services de confiance. Effectivement, vous l'avez dit, Youssef Ziza, c'est un sujet d'avenir évidemment pour l'ensemble du continent africain, mais aussi à l'échelle mondiale. Et on voit le dynamisme qui s'opère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Youssef Ziza, c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à rester connectés, l'actualité continue et je vous propose qu'on poursuive sur la découverte des programmes eGov ici sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, je vous dis à tout de suite.